Vous écoutez Crime Story, la tuerie du Sofitel d'Avignon, 2e et dernier épisode. Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 août 1983, des hommes armés font irruption dans l'hôtel Sofitel d'Avignon, au cœur de la Cité des Papes, et tirent sur des clients et du personnel. Bilan, 7 morts. Les policiers arrêtent un des truands alors qu'il tente de s'échapper de l'hôtel, Jean Roussel. Le lendemain, ils retrouvent un autre membre du commando, Jacques Goutenoir, complètement nu et le corps criblé de balles, dans un canal. Ils sont certains qu'il y avait au moins un troisième homme avec eux, mais celui-ci leur a échappé. Damien Delseny, est-ce que les enquêteurs ont une hypothèse sur la raison pour laquelle Jacques Goutenoir a été abattu ? Ils en ont plusieurs. On peut imaginer qu'il était blessé, on le sait, quand il a sauté de la chambre du 2e étage, blessé à la jambe, à la cheville. Donc il était un peu plus vulnérable. Il n'était pas blessé grièvement, mais on peut imaginer que ses complices l'auraient d'abord aidé. Or, les analyses qui vont être faites sur le corps de ce proxénète, sur le corps de Goutenoir, vont permettre d'établir deux choses. D'abord, il a été tué alors qu'il était complètement ivre. 3 grammes d'alcool par litre de sang, c'est énorme. Ensuite, il a probablement été abattu dans une voiture et par le conducteur de celle-ci. Les enquêteurs arrivent à cette conclusion car toutes les balles qui ont été tirées l'ont atteint sur le côté gauche du corps, ce qui correspond à l'angle de tir si un conducteur tire sur son passager. Finalement, les enquêteurs se disent qu'il a peut-être été tué parce qu'il risquait d'être très vite retrouvé par la police. Il y a déjà Jean Roussel qui a été arrêté. Il y a d'autres complices dehors. Ils se disent, bon, Goutenoir, il a été repéré, il est blessé. Ça devient un petit peu une charge en quelque sorte. Quelqu'un à risque pour les autres braqueurs. Et en plus, Goutenoir, il a quand même laissé ses papiers d'identité dans une voiture qui est découverte devant le Sofitel. Donc, lui, il est clairement identifié. Et il réussira pas longtemps à échapper aux policiers et aux gendarmes qui sont à ses trousses. Et là où il peut devenir dangereux aussi, c'est que comme ses complices savent que Goutenoir, il est identifié, que potentiellement il va être interpellé, ils se disent, s'il est arrêté, il va peut-être parler, et s'il parle, il va nous balancer, il va donner nos noms, donc il vaut mieux l'éliminer. À la faveur des analyses menées sur le corps de Jacques Goutenoir, une autre hypothèse émerge. Jacques Goutenoir, il a comme particularité d'avoir une carrure physique très imposante. C'est quelqu'un qui pèse son poids, qui est costaud. Donc, les enquêteurs se disent, pour être tué et jeté dans l'eau comme il l'a été, c'est pas une personne seule qui a pu faire ça. Il a eu besoin d'aide. Donc, l'idée, c'est que peut-être il n'y avait pas que 3 braqueurs au Sofitel, peut-être qu'il y en avait 4 ou plus, et que ses complices, ces membres du commando inconnus pour l'instant, ils se sont après ligués pour éliminer Goutenoir et balancer son corps dans le canal. L'hypothèse des policiers, c'est qu'ils en ont identifié 2, ceux qui ont sauté par la fenêtre de la chambre 209, mais que les autres membres du commando ont sans doute pris la fuite, évidemment par d'autres endroits, peut-être par le toit de l'hôtel et un autre peut-être aussi par le parking. Seul inculpé, pour homicide volontaire ayant suivi ou précédé un autre crime, Jean Roussel est écroué à Avignon, à la maison d'arrêt de Sainte-Anne. La juge d'instruction espère qu'il finira par parler et par livrer d'autres noms. Mais excepté pour se défendre d'avoir du sang sur les mains, Jean Roussel se tait. Il dit n'avoir tué personne. Il était responsable selon lui d'organiser le braquage. Et les autres sont responsables du massacre. Qui sont ces autres ? Jean Roussel n'en dit rien, car, affirme-t-il, il craint pour sa famille. Il se dit convaincu que le cerveau de l'opération, dont il ne veut pas donner le nom, n'aurait pas hésité à l'abattre lui aussi, s'il avait pu s'échapper, comme l'a fait son complice, Jacques Goutenoir. Pour ce casse, Jean Roussel raconte avoir été recruté pendant sa permission de sortie de la centrale de Clairvaux. Quand le coup s'est monté, le dimanche 31 juillet, seulement une semaine avant le massacre, il arrivait à la fin de cette permission de 6 jours. Le soir même, il aurait dû reprendre la route de la prison de Clairvaux. C'est ce moment qu'aurait choisi une équipe de truands venus de Lyon pour lui proposer le casse du Sofitel. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce seulement un alibi commode pour lui ? Impossible de savoir. Un mois après la tuerie d'Avignon, les inspecteurs en sont toujours au même point. Mais les expertises menées sur la scène de crime ont permis d'obtenir quelques certitudes sur les événements de la nuit du 4 au 5 août. Les victimes, exécutées debout, ont vu la mort venir. 5 d'entre elles ont été tuées par 2 armes de 9 mm, dont l'une est celle qui a été retrouvée dans les mains de Jean Roussel.
De quoi renforcer l'hypothèse selon laquelle le suspect aurait joué un rôle beaucoup plus important dans le massacre du Sofitel que ce qu'il veut bien reconnaître. On se demande si l'autre arme, de même calibre, n'a pas servi à exécuter Goutte Noire. Mais comme les balles ont traversé son corps et n'ont donc pas été récupérées, impossible d'en être sûr. Pendant des semaines, l'enquête semble stagner. Mais le jeudi 22 septembre, 50 jours après le casse, policiers et gendarmes mènent un énorme coup de filet dans toute la Camargue. Ils arrêtent en tout 15 personnes, touchant de près ou de loin à Goutte Noire et Roussel. Les suspects sont interpellés à Valras, Arles, Tarascon et aux Sainte-Marie-de-la-Mer. Tous sont conduits à la gendarmerie et entendus séparément par les gendarmes et les policiers qui se relaient pour mener les interrogatoires. Dans la matinée, au compte-gouttes, 6 personnes sont relâchées. À 16h, ils sont encore 9 dans les locaux de la gendarmerie. Damien, finalement, l'étau se resserre autour d'un certain Roland. Gilbert Roland, 25 ans, c'est un petit truand qui est un ami, un proche de Roussel. Dans le civil, entre guillemets, il est peintre taulier, il est aussi un peu videur de boîtes de nuit le week-end. Il a déjà été incarcéré pour des escroqueries et des cambriolages. Et c'est en prison qu'il a rencontré un autre acteur principal de ce braquage, Jacques Goutte Noire. Gilbert Roland, il était bien présent le 5 août devant le Sofitel, près du Sofitel. Il va même donner des détails. Il dit que c'est lui qui a récupéré Goutte Noire après le braquage et qui l'a aidé à s'enfuir pour aller s'abriter, se mettre au vert, entre guillemets, chez un autre truand qu'il avait connu en prison et dont il va donner le nom. Cet autre truand, c'est François Arpinot. François Arpinot, justement, a déjà été cité dans le dossier. Oui, c'est un maçon ferrailleur qui est au chômage, il a 40 ans, et lui aussi, il a été vu dans la soirée du 5 août en compagnie de Goutte Noire dans un snack-bar de Tarascon où, semble-t-il, on cherchait non pas un médecin mais une sorte de rebouteux pour soigner Goutte Noire qui venait de se blesser en sautant du 2e étage du Sofitel. Arpinot, il a déjà été arrêté et entendu par la police juste après le cas, c'était le 10 août. Mais il avait été relâché à l'époque, faute de preuves. Cette fois, c'est plus compliqué pour Arpinot parce que Roland confirme sa présence, l'implique dans les faits du Sofitel et lui aussi, Arpinot, va parler pour impliquer le père de Jean Roussel. Il faut préciser que le père de Jean Roussel s'appelle exactement comme lui. Oui, donc à partir de maintenant, pour plus de clarté, on va préciser Jean Roussel père ou Jean Roussel fils. Arpinot, lui, il va impliquer Jean Roussel père en disant que c'est lui qui a exécuté Goutte Noire, qui a donc fait le ménage, entre guillemets, parmi les complices. Donc, au départ, on était sur 3 hommes, 3 braqueurs, notamment Goutte Noire et Roussel, dont l'implication est certaine. Et puis d'un coup, on est passé à au moins 5 personnes impliquées, mais sans savoir toujours exactement quel rôle ont joué les uns ou les autres, et c'est quand même ça l'enjeu. Dans la foulée de ces auditions, François Arpinot et Gérard Roland sont à leur tour écroués pour recel de malfaiteurs. Ils s'accusent mutuellement. Et Jean Roussel père, lui, l'est également pour détention d'armes, puisque rien ne prouve et personne ne dit qu'il était aux abords du Sofitel au moment du massacre. 3 autres personnes liées au clan sont également arrêtées, parmi lesquelles un cuisinier de Saint-Rémy-de-Provence qui serait venu chercher Goutte Noire blessée et Denise Roussel, l'une des filles de Jean Roussel père. Les enquêteurs pensent tenir tous les truands impliqués dans le massacre du Sofitel, mais ils ont toujours beaucoup de mal à établir le rôle de chacun. Le vendredi 11 novembre 1983, 3 mois après le sanglant hold-up du Sofitel d'Avignon, Jean Roussel père est à son tour inculpé de complicité de vol aggravé. En plus de Jean Roussel fils, ils sont 6 prévenus en tout et à ce stade. Tous se voient reprocher l'hébergement pendant les quelques heures de sa cavale de Goutte Noire. Un délit et non un crime. On cherche toujours à savoir comment Goutte Noire est mort. Le lundi 10 décembre 1984, 4 mois après l'attaque du Sofitel, alors que Gérard Roland et François Arpinot nient farouchement avoir tué Jacques Goutte Noire, ou même avoir mis les pieds à l'hôtel, le juge chargé du dossier décide de les inculper eux aussi pour le massacre. 2 semaines plus tard, le lundi 26 décembre 1983, alors que l'enquête suit son cours, nouveau rebondissement. Le principal accusé, Jean Roussel fils, souhaite parler. C'est par la voix de son avocat qu'il donne pour la première fois sa version de l'histoire.
Mon client, dit sa défense, a été embauché pour un contrat au Sofitel d'Avignon par des individus dont il souhaite maintenant donner le nom. Ce contrat consistait à s'emparer de documents contenus dans la mallette du consul Lucien André, qui occupait la chambre 209. Damien, cette révélation, elle surprend les enquêteurs. Oui, la thèse qu'ils ont retenue, celle de ce hold-up un peu minable mais extrêmement violent, ne va pas avec celle d'un ciblage particulier de Lucien André. Alors certes, on l'a dit, Lucien André, il est consul de France, c'est donc un diplomate, mais il n'occupe pas un poste extraordinairement sensible. Il travaille en Allemagne, on voit pas tellement quel genre de documents confidentiels il pourrait détenir ou manipuler, surtout lorsqu'on part en vacances, ce qui était son cas. On étudie, la piste quand même, on la vérifie. Lucien André, c'est un homme assez tranquille qui n'a pas l'air d'avoir de double vie ou de secret particulier. Donc la piste de cette attaque destinée à voler des documents au consul ne semble pas du tout crédible. Et c'est embêtant parce que finalement, Roussel-Fils, c'est le seul suspect vivant dont on est sûr qu'il se trouvait au Sofitel et dont on est sûr qu'il a participé à ce massacre. Et la version qu'il donne, elle n'est pas du tout crédible. Un mois plus tard, le vendredi 20 janvier 1984, Jean Roussel est entendu par la juge. Depuis son arrestation 5 mois plus tôt, c'est la première fois qu'il va faire des déclarations. Il dit qu'il y a eu un règlement de compte, alors il continue sur sa piste, entre une bande organisée et ce diplomate. Il explique sa participation par un contact qu'il aurait eu avec un truand en cavale qui faisait le lien entre cette bande un peu inconnue, un peu bizarre, qui était visiblement très remontée, qui voulait se venger du consul, on ne sait pas très bien pourquoi. Il révèle aussi à la juge la composition de ce commando un peu mystérieux. Il parle d'un couple d'Allemands, il va même donner des noms. Et alors, autre point encore plus étonnant, il va prétendre qu'Agnès Bui, qui est une des victimes, abattue d'une balle dans la tête dans une des chambres du Sofitel, qui était la compagne du pianiste de l'hôtel, qui était elle aussi à Avignon parce qu'elle travaillait pour une société en marge du festival. Il va prétendre que Agnès Bui, elle connaissait très bien au moins un des membres du commando. Est-ce qu'on peut accorder de la crédibilité à ces aveux un peu tardifs ? Pas vraiment, voire même pas du tout. On a l'impression surtout que Roussel-Fils, il invente une histoire complètement fictive, justement pour protéger ses vrais complices, pour protéger les vrais braqueurs, et qu'il essaie d'emmener les enquêteurs, la juge d'instruction, sur une piste d'un commando mystérieux qui aurait voulu s'en prendre à ce diplomate. Alors que les 3 accusés, Jean Roussel, Gérard Rolland et François Arpinot, attendent d'être renvoyés devant des cours criminelles, l'enquête continue. Et un nouveau rebondissement va survenir. 1 an et demi après le massacre d'Avignon, le mardi 8 octobre 1985, Jean Roussel-Fils, désormais âgé de 41 ans, est transféré de la maison d'arrêt des Baumettes de Marseille, où il est incarcéré, au palais de justice d'Avignon, où il doit être entendu par la juge qui peine toujours à comprendre qui a fait quoi cette tragique nuit du 4 au 5 août 1983. En fin de journée, la camionnette se gare devant le palais de justice. Les portes s'ouvrent, on fait un signe à Jean Roussel de descendre. Il ne se sent pas bien. Il se lève, titube un peu, et tout à coup s'effondre. L'intervention des secours n'y change rien. Jean Roussel est mort d'une crise cardiaque, quelques minutes avant d'être entendu une nouvelle fois par la juge. Et il emporte avec lui les réponses à beaucoup de questions. Le jeudi 11 juin 1987, 2 ans et demi après la mort de Jean Roussel-Fils, François Arpinot et Gérard Rolland comparaissent devant la cour d'assises du Vaucluse. Une semaine plus tard, ils sont condamnés respectivement à 18 et 15 ans de prison. Damien, pendant ce procès, tous les deux nient encore une fois leur participation à la tuerie du Sofitel. Et les jurés du Vaucluse vont estimer qu'ils n'ont effectivement pas participé directement à la tuerie. En fait, Arpinot va surtout être condamné pour le meurtre de Goutte Noire, donc d'un des braqueurs du Sofitel, et Rolland pour une complicité dans ce meurtre, dans ce règlement de compte en quelque sorte. Et finalement, il n'y a pas d'autres condamnations dans la tuerie du Sofitel. Ben non, puisque Roussel-Fils est mort pendant l'instruction, et donc ça fait quand même 40 ans aujourd'hui qu'une affaire qui aurait dû être réglée en quelques jours pèse sur la mémoire des enquêteurs et surtout évidemment sur celle des victimes.
aucune vérité n'a jamais vraiment émergé. On a une idée, bien sûr, de ce qui a pu se passer, en tout cas du scénario, de certains de ces acteurs, mais il y a encore des pièces manquantes dans ce puzzle. Le troisième homme, ou le quatrième d'ailleurs, ou le cinquième, n'ont jamais pu être formellement identifiés. Et donc les deux principaux suspects dont on est sûr de la présence et du rôle joué cette nuit-là dans le Sofitel, Goutte Noire et Roussel-Fils, sont morts. Aujourd'hui, Jean-Michel André, le petit garçon qui dormait au Sofitel cette nuit-là, a près de 50 ans. Il est devenu photographe. En octobre 2024, il a présenté, à travers un livre de photos et une exposition, son travail sur le souvenir du carnage qui a coûté la vie à son père. Jean-Michel André est retourné sur les lieux de la tuerie, en Corse, où il devait passer ses vacances cet été-là, et a trouvé ainsi un moyen d'exorciser ce traumatisme d'enfant. Dormant cette nuit-là dans une chambre attenante à celle de mon père, écrit-il, sous le choc, je perds la mémoire. 30 ans plus tard, j'entame des recherches, ouvre de nombreuses portes et collecte des documents. La vérité se dérobe, je déplace alors mon regard et disperse l'horreur pour conjurer le traumatisme. Je revisite et photographie des lieux que j'ai pu, ou que j'aurais pu, traverser avec mon père. Son livre a pour titre « Chambre 207 ». Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Clara Grouzis et Thibault Lambert, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.